Ça a tout commencé au tout début avec mon père. Quand j'ai commencé à venir à la pêche avec lui, c'est vraiment là où j'ai vraiment découvert et que j'ai pris cette passion de la pêche. Et pour moi, je ne ferai aucun autre métier, quoi. Aucun autre métier. Je trouve qu'il n'y a pas plus beau. Regarde, tous les matins, c'est un jour nouveau. Mettons aujourd'hui, bon, on a beau temps. Regarde les couleurs qu'il y a, la mer est belle. C'est la maison, c'est la rade de Villefranche. Ça fait 25 ans que c'est mon spot, plus que principal, c'est presque le seul. C'est un endroit assez idéal pour l'apnée. C'est très profond, très rapidement. Donc en fait, c'est assez simple de trouver la profondeur. Il y a à Villefranche une série historique de plancton qui est collectée dans un site qu'on appelle le point B. Il y a des bateaux qui sortent tous les jours de la semaine pour aller pêcher du plancton. Et on en stocke les échantillons et on les a tous ici depuis 1966. C'est l'endroit qui est très accessible, on a une biodiversité qui est très riche. Il y a tous ces petits organismes qui font la richesse de la biodiversité et qui vivent en fait des histoires incroyables. Et c'est ces histoires-là que j'aime mettre en photo. Il appartient à une espèce en voie de disparition. Pêcheur dit de petits métiers. Un homme, seul sur son bateau, quelques petits filets, une activité ancestrale. Chez les Alary de Saint-Jean-Cap-Ferrat, la pêche est une affaire de famille. Arnaud, c'est la 5e génération. Il a débuté avec son père il y a 20 ans. Alors, ce bout de Méditerranée entre Nice et Monaco, il le connaît comme sa poche. Là, on arrive presque à la pierre de la Turbie, ça s'appelle. Aujourd'hui, on va lever 2 filets vraiment au bord et un peu plus au large. 7 h du matin, premier filet remonté du fond. Là, on n'est pas trop mal où on passe, là. Peut-être que... Tiens, là, il y a un chapon. Ça, c'est bon poisson, le chapon. Où ça? Ça, j'adore ce poisson, ouais. Tu vois? Un mérou. Bon, après, comme je parle avec les scientifiques, tu sais, ils te le disent, hein, il vaut mieux prendre un petit mérou qu'un gros mérou. Parce que le mérou, au cours de sa vie, change de sexe. Là, c'est des jeunes femelles. Et s'il n'y a pas de mâle, ben, il n'y a pas de reproduction. Si tu en as un gros, il faut tout faire pour le remettre à l'eau. Tu sais, ils disent, mais la Méditerranée, elle est très riche en espèces, quoi, en tout. De l'autre côté du Cap Ferrat, un bateau jaune, plein comme une huître, s'immobilise au milieu de la rade. Cédric Palerme encadre un groupe d'apnéistes. C'est lui qui a choisi le site d'entraînement du jour. 9 h 30, briefing. Comme d'hab, chaque descente longe, quelle que soit la profondeur. On est au moins 2 dans l'eau avec un qui surveille et un qui descend. Celui qui surveille, il a forcément un masque et des palmes. Cela fera bientôt un quart de siècle que Cédric Palerme plonge ici. Et ce n'est pas un hasard. La rade de Villefranche, c'est un endroit qui est très profond, très vite et qui est calme. 40 secondes. Pour les premiers qui n'avaient pas d'argent, pas de bateau, même en partant du bord avec une bouée sous le bras, ils ont pu commencer à s'entraîner profond. Les gens blindés qui peuvent en avoir. Il y avait des gens qui se sont intéressés à l'apnée partout en France, mais le fait qu'ici, le cadre soit parfait a fait qu'ils ont pu progresser et devenir bons. 2, 1, top départ. Villefranche, terrain d'entraînement. C'est parti. Et théâtre de record pour quelques-uns des meilleurs apnéistes mondiaux. Loïc Leferme, en eau limite, descend à moins 171 mètres en 2004. Puis dans son sillage, Guillaume Néry, qui atteindra, à la monopalme, 109 mètres dans la rade. Mais bien avant les athlètes, ces grandes profondeurs avaient attiré l'attention des scientifiques. Laure Mousseau est biologiste de formation. Elle est arrivée au début des années 2000, fraîchement diplômée, au laboratoire d'océanographie de Villefranche. Elle s'est spécialisée dans l'étude des paramètres physiques et chimiques de l'eau et n'a jamais quitté ce site exceptionnel.
C'est un milieu côtier qui est très particulier. On n'a pas de plateau continental, donc on est tout de suite dans des fonds très, très profonds. À l'entrée de la rade, on est à 300 mètres, donc on a des dynamiques et des écosystèmes qui sont très particuliers. Et le suivre est quelque chose de vraiment très intéressant. Un laboratoire d'océanographie va donc naître il y a plus de 150 ans. Les chercheurs vont progressivement focaliser leur attention sur une zone située au milieu de la rade de Villefranche, où la profondeur atteint 86 mètres. Ils la baptisent le point B. Laure Mousseau en est la responsable scientifique. Les premières données qu'on a au point B datent de 1957. C'était nos prédécesseurs qui avaient vraiment cette affinité naturaliste de dire on pêche des espèces bizarres, on observe, ah ben tiens, je vais faire régulièrement les mêmes prélèvements et on va voir. C'est un peu la même démarche que la personne qui va prendre la météo tous les matins sur son balcon. Les premiers prélèvements étaient réalisés à bord de pointus de pêche. Aujourd'hui, c'est sur le pont arrière de ce bateau que se déroule l'opération. C'est quelque chose vraiment, c'est une spécificité de la station de Villefranche. Surtout pour avoir une telle richesse de données, bien évidemment, au fur et à mesure dans les années, c'est enrichi, mais c'est vraiment quelque chose d'unique. Nous, on envoie les sondes, donc les CTD, pour mesurer les caractéristiques physico-chimiques de la colonne d'eau, pour étudier quelles sont les caractéristiques du coup de l'eau. On met sur le pont. Donc on mesure la salinité, la profondeur, la température. Ces données sont essentielles pour comprendre le développement de la vie marine. La richesse de ces séries-là, qui sont sur un pas régulier et qui sont du long terme, c'est qu'avec des traitements numériques, on va pouvoir regarder s'il y a vraiment des différences année après année. Parce que c'est vrai, si on regarde un cycle, il fait froid en hiver, il fait chaud en été. Ça, c'est classique. Mais est-ce que la chaleur est la même? Est-ce que la froidure est la même? Donc, avoir des données long terme nous permet de sortir ce qu'on appelle des tendances. En termes de température, on observe des tendances à l'augmentation de la température. Ce que les scientifiques montrent, Cédric Palerme, qui plonge dans cette eau tous les jours depuis 25 ans, le ressent dans sa chair. 3, 2, 1, c'est parti. Quand j'ai commencé, il y a un peu plus de 20 ans, vraiment au cœur de l'hiver, quand on se mettait à l'eau, je me rappelle d'avoir vraiment mal aux mains pendant les premières minutes. Et il me semblait qu'on était à 12 degrés, que l'eau était à peu près, elle descendait à 12. Et là, ça fait plusieurs hivers, on est à 13, 14. Je ressens plus cette douleur. L'été, 25, 26, c'était une température d'été et c'était cool, hein, c'était l'eau chaude de la mer. Là, l'année dernière, je sais que le CNRS a enregistré un 30 degrés au point de mesure, là, et que c'était la première fois qu'ils enregistraient cette température d'eau. Le réchauffement, c'est pas bon pour nous, c'est pas bon quand on travaille au bord l'été. Après, du poisson, il y en a du poisson. Mais moi, mettons que je travaille beaucoup à la grosse maille, les filets, je dois les caler le soir et les relever le matin. Et quand tu viens lever le filet le matin, il y a beaucoup de poissons abîmés que je ne pourrais pas vendre. Parce que le poisson, quand il va mourir dans le filet, des fois, ça y arrive qu'il se noie, et le poisson, il tourne de suite, quoi. Maintenant, le problème qu'il y a, c'est qu'avec la thermocline, elle descend jusqu'à plus de 20-25 mètres de fond, l'eau chaude. Et c'est pas bon, hein, même pour le fond. Déjà, le poisson, à mon avis, doit souffrir énormément. Les gorgones souffrent énormément, la posidonie, tout souffre. La thermocline, ça va être la zone de transition entre des eaux chaudes et des eaux fraîches pour la Méditerranée. Donc l'intensité de cette thermocline va faire que les échanges entre les eaux de surface et les eaux de profondeur vont pouvoir se faire ou pas. Ces échanges sont extrêmement importants parce qu'il faut savoir qu'au niveau des masses, ce sont les zones profondes qui sont riches en sels nutritifs. Si l'eau est trop chaude en surface, cet engrais naturel ne remonte pas dans la zone où les rayons du soleil permettent la photosynthèse. Le plancton végétal ne se développe pas, ralentissant la croissance du plancton animal qui s'en nourrit. Les premiers maillons de la chaîne alimentaire sont cassés. Ce phénomène, les chercheurs de Villefranche le vérifient grâce à des prélèvements hebdomadaires de zooplancton.
Là, tu as le résultat de son filet de la journée, où il y a énormément de vie, beaucoup de plancton. Les précieux échantillons sont ensuite ramenés à terre pour y être étudiés en laboratoire. Ce chercheur, titulaire d'un doctorat en écologie marine, exerce ici depuis 15 ans. Salut Coco. C'est un laboratoire qui est connu internationalement pour différents aspects, mais notamment pour le plancton. Et donc en étant ici, petit à petit, j'ai été contaminé par l'étude du plancton, on va dire. Voilà. Il constitue les premiers maillons des réseaux alimentaires de l'océan. Et les poissons qu'on mange, les crustacés qu'on mange, au moins à un moment de leur vie, ils ont mangé du plancton. Et même les thons, à un moment de leur vie, quand c'était des larves, ils ont dû se nourrir de plancton. Au sous-sol de l'Institut de la mer, dans ces réserves où flottent des vapeurs de formol, 30 000 échantillons de plancton, une des plus grandes collections au monde. Ici, on est sur des éruptions de 1964. 60 ans d'histoire, un trésor pour la recherche. Ce matin, ce technicien manipule un échantillon de zooplancton. L'opération consiste à scanner les micro-organismes pour les répertorier ensuite. L'idée, c'est de séparer les organismes pour qu'ils ne se collent pas entre eux, pour obtenir une image par organisme. La connaissance du plancton, sa richesse, sont des enjeux cruciaux de biodiversité. On considère que les fluctuations dans les stocks de pêche sont largement déterminées par la survie ou non des larves de poissons, qui dépend de la présence de plancton. La température à la surface de l'eau à Villefranche a augmenté d'1 degré en seulement 3 décennies. Cette hausse perturbe le développement du plancton et donc à long terme les espèces qui s'en nourrissent. Mais il y a aussi une menace beaucoup plus immédiate. Ce qu'on observe a déjà été observé dans l'histoire de la Terre, des réchauffements. Mais ce qui est extrêmement inquiétant, c'est la rapidité et la fréquence. Et c'est ça qui est inquiétant parce que les espèces n'ont plus le temps de s'y adapter. Et quand l'espèce ne peut plus s'adapter, elle disparaît. Sur nos côtes, c'est déjà le cas de l'un des plus grands coquillages au monde, jusqu'à 1,20 m de hauteur, endémique de la Méditerranée. Le truc qui m'a vraiment choqué, c'est la disparition des grandes nacres. C'est-à-dire que là, après, la cause, du coup, elle est peut-être multifactorielle, mais en 6 mois, 1 an, ça a été éradiqué et il n'y en a plus une seule. Des espèces en danger d'extinction, d'autres jusqu'alors inconnues sous nos latitudes, qui se retrouvent désormais dans les filets des pêcheurs. Les dorades coryphènes, il y en a de plus en plus, et tous les poissons qui fait chaud. J'ai même attrapé une fois au palangre un fougou. C'est les poissons qui viennent des mers rouges. Certains poissons atteignent aussi des tailles inédites en Méditerranée. Il y a des espèces comme le barracuda. Le barracuda, avant, ils étaient grands comme ça, les barracudas, il y en avait, mais des tout petits. Que maintenant, les barracudas, ils font 1,50 m. Mais ce qui préoccupe ce pêcheur, ce n'est pas la taille croissante des barracudas, c'est celle des yachts, qui ne cessent de s'allonger. Avant, quand il y avait un gros bateau, c'était un bateau, il faisait quoi, 40, 50 mètres. Maintenant, on a des yachts qui font 150 mètres. Ça nous tue. Des yachts, parfois gros comme des paquebots, qui tous les étés mouillent leurs ancres dans les zones où les halaris jetaient leurs filets depuis des décennies. Il faut faire vraiment attention aux bateaux parce que sinon, tout le matin, quand tu arrives, tu ne retrouves plus rien. Il y a des bateaux qui viennent, qui partent la nuit, et ils te prennent, ils t'amènent tout sur leur passage. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on fasse vraiment attention. Mettons, on va dire presque du Cap Estel jusqu'à la pointe Saint-Hospice, on peut mettre 0 filet à cette époque de l'année. Ça passe quoi si t'en mets ? Eh bien si j'en mets, on ne les retrouve plus. En plus, quand tu vois les endroits où ils sont mouillés, tu prends rien que là, juste là, un peu plus haut, il y a une pierre, ils te prennent, ils te ruinent le fond, ruinent. T'imagines un bateau comme ça au mouillage ? C'est tout autour de là, c'est tout ruiné. Cette vidéo, tournée par Andromède Océanologie pour le compte de l'Office de l'environnement de la Corse, est la preuve irréfutable des dégâts causés par la Grande Plaisance, dont les ancres arrachent littéralement les herbiers de Posidonie, espèce pourtant protégée, premier puits à carbone de Méditerranée. Il y a 10 ans, Cédric Palerme sensibilisait déjà les enfants. Ça, c'est la Posidonie. Je vous ai dit que c'était le poumon de la Méditerranée. Ça fabrique, je crois qu'ils ont calculé qu'1 mètre carré de Posidonie, ça pouvait produire jusqu'à 14 litres d'oxygène par jour sous l'eau.
La Posidonie bénéficie désormais d'espaces sanctuarisés. Un arrêté préfectoral interdit le mouillage des navires de plus de 20 mètres dans de larges zones. À bord de leur imposante vedette, les militaires de la gendarmerie maritime veillent au respect de cette réglementation. Donc on contrôle, on constate les faits et après celui qui donne la sanction, le jugement, c'est le procureur de la République. Là en l'occurrence, vu que c'est la mer, c'est le procureur de la République de Marseille. En ce début d'après-midi, beaucoup de yachts se massent déjà au fond de la rade. Le positionnement de l'un d'eux intrigue les gendarmes. On a vérifié sur la cartographie avant et il est à cheval en fait sur la limite. Il y a un morceau du navire qui est là où il faut pas, un morceau du navire qui est là où il faut. Là on est en limite par rapport au Posidonie sur celui-là. Bonjour. Nous avons vérifié sur la carte l'endroit où nous avons jeté l'ancre. On a fait une double vérification. Ok. Sur mon système, votre bateau est juste entre les zones interdites et autorisées. On peut voir ça ensemble? C'est d'accord pour vous? Les militaires montent à bord pour vérifier les affirmations du capitaine. Durant toute la durée du contrôle, la vedette des gendarmes reste en surveillance, à proximité. Après quelques minutes, les gendarmes sont formels, le mouillage est en règle. Tout est clair, moi, vous pouvez revenir, vous avez vers présentation. C'est bien pris pour nous, on fait retour. Les Posidonies sont précieuses parce qu'elles abritent, comme tous les petits fonds marins, une multitude d'espèces. À 31 ans, ce Canois, passionné de photos, biologiste et écologue marin de formation, a trouvé dans cet écosystème un parfait terrain de chasse aux images. Alors aujourd'hui on est à Beaulieu, donc sur la baie des Fourmis. Alors le gros point positif de cet endroit, c'est qu'on a plein de hauts fonds, donc on a des rochers qui sont très proches de la surface. Donc on a une biodiversité qui est très riche. Et c'est une biodiversité qui est souvent méconnue du grand public parce que paradoxalement, c'est l'endroit qui est très accessible, puisqu'on voit, il y a 1 mètre de profondeur maximum, disons. Et pourtant ce sont des espèces qu'on connaît très mal. Alors aujourd'hui c'est super parce que c'est le début des périodes de reproduction pour certaines espèces, notamment pour le triptérygion rouge. Donc on en a vu un super beau, il était rouge pétant et après la tête est passée noire parce qu'on était un peu trop proche de lui un peu longtemps, du coup il s'est un peu énervé. On a croisé une très jolie rascasse qui est allée après se cacher sous un rocher, mais on a eu le temps de l'observer tranquillement sans trop la brusquer. Et puis il y a eu une sèche, on a vu une magnifique sèche. Et puis après on a les classiques qu'on va retrouver sur les petits fonds côtiers, donc les girelles, les sards, il y avait même des juvéniles de sards à tête noire, hein, super mignon. Ces clichés, il les travaille ensuite devant son ordinateur, où il révèle toute la beauté méconnue de ses prises. Là, on va retravailler des couleurs, enfin ressortir des couleurs, mais on a toujours le sédiment. Et là, on enlève le sédiment. Là, on voit qu'il y a des structures beaucoup plus petites sur la surface de l'oursin, qu'on ne voit pas du tout à l'œil nu. On voit tous les petits piquants ici, là, ils n'y sont pas quand on le voit de visu. Piquant aussi, le chouchou d'Arnaud Allary, le chapon, un poisson recherché à la valeur marchande élevée qu'il n'hésite pourtant pas à relâcher. On va repeupler un peu, on va les remettre à l'eau, parce qu'ici, là, ils auront une chance de vivre. Regarde, on est en plein milieu de la réserve, on va arriver sur le petit rocher. On y est. Allez, hop. Voilà, hein. Ceux-là, dans un an, ils seront bons. Voilà, ah non. C'est bon, on l'a pas pris. On entretient notre jardin. Tous les jours, on en remet à l'eau. Tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Son jardin, ce sont les cantonnements de pêche de Beaulieu et de Cap d'Aille, de petites réserves qu'il souhaiterait voir encore plus réglementées. Allez, va. Regarde comme il est content. Avec les réserves qu'on fait, mettons la réserve qu'on a sur Cap d'Aille, cette réserve-là, c'est une des réserves les plus bénéfiques qu'on a dans la Prud'homme. C'est les pêcheurs qui l'ont mis en place. Et je trouve que dans l'avenir, je pense que dans 5-6 ans, quand tu parles avec les scientifiques, ils te disent que ça va être aussi riche que Port-Cros. Le parc national de Port-Cros,
entre Toulon et Saint-Tropez, la plus ancienne aire marine protégée de France, 3000 hectares, sanctuarisée depuis 1963. Une véritable réussite, une oasis de biodiversité, un peu perdue, au milieu d'un Far West maritime. Dans la rade de Villefranche, là, il y a des zones Natura 2000. Les zones Natura 2000, c'est un peu des sacs vides. Il y a des jet skis, des pêcheurs, de tout. Du coup, on se demande à quel niveau c'est protégé. Il devrait y avoir plus de zones à zéro activité humaine. Il faut un cœur de réserve où il n'y a aucun impact autorisé. C'est-à-dire on évacue complètement l'impact. Et en général, il y a un modèle qui marche très bien, c'est un cœur de réserve, des zones tampons autour où on va pouvoir accepter quelques activités, mais gérées, surveillées, et ensuite un espace plus large où toutes les activités pourront être mélangées, mais toujours dans une gestion. Et on va en faire plusieurs comme ça. Et ça crée des corridors d'aires marines protégées. Ça permet aux populations justement d'animaux, enfin aux bancs de poissons très clairement, de pouvoir se déplacer d'air en air et donc d'aller pouvoir pondre et de déplacer les populations. Donc ça c'est très important, ça permet de garder une cohérence sur un littoral. On fait des zones protégées en milieu côtier et on sait qu'elles marchent sous certaines conditions. Voilà. Pour le plancton, une aire marine protégée, ça va être difficile. Ou alors on y pense à des aires marines protégées du large, mais c'est des choses qui potentiellement devraient bouger, se déplacer avec les saisons. C'est extrêmement difficile d'imaginer la mise en œuvre pratique de ça. On ne peut pas isoler le milieu aquatique du milieu terrestre. Les interactions sont tellement fortes que c'est difficile. Et bien entendu du milieu atmosphérique également, mais voilà, il y a de très fortes interactions. Donc je pense que la meilleure chose à faire, c'est de se battre contre les effets que nous avons en tant qu'humains au niveau global. Et ça, principalement, c'est le carbone qu'on émet dans l'atmosphère, hein, voilà, c'est d'abord ça. Et si on arrive à améliorer nos comportements par rapport à ça, alors ça ne réglera pas le problème du plastique, ça ne réglera pas le problème de pollution locale, etc. Mais je dirais que si la principale à avoir, c'est d'arrêter d'émettre autant de carbone dans l'atmosphère. La Méditerranée se réchauffe 20% plus vite que la moyenne globale. Une réalité que constatent déjà ceux qui, au quotidien, ont les yeux dans la Grande Bleue. Les artisans pêcheurs, comme Arnaud Allary. Les plongeurs, comme Cédric Palerme et Jean-Vincent Vieux-Ingracia. Les scientifiques, comme Laure Mousseau et Jean-Olivier Hérisson. La Méditerranée, un mini-laboratoire du changement climatique, où la biodiversité est plus que jamais en danger, où tout va plus vite qu'ailleurs.